Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on reçoit à Montréal Thomas Loubersan qui nous vient directement de France. Comment ça va, Thomas? Très très bien. Alors, c'est pas la première fois que tu viens à Montréal, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, j'étais venu il y a plus de 10 ans. Ok, l'époque de Georges Saint-Pierre et tu étais venu au Tristar, c'est ça? J'étais venu au Tristar avec un groupe d'amis, Jérôme Buisson et autres, et on était venus pour le MMA, grappling. Et qu'est-ce que tu avais pensé du niveau à l'époque ici comparé au niveau en France? En France, il n'y avait pas trop de MMA, il y avait des guerriers par-ci par-là en France, donc il y avait des grands guerriers. Mais là, moi j'avais remarqué une structure vraiment d'MMA avec des champions MMA. Il y avait Georges, il y avait Francis Carmon, donc des mecs qui étaient vraiment très actifs à l'UFC à ce moment-là et très forts. Après, moi, ce que j'avais plus apprécié, c'était la mentalité du pays. J'avais apprécié. C'est-à-dire c'est cool ici, c'est cool. Ok, c'est tranquille, ouais. Les gens sont cool, c'est ça? Cool. Okay. Tu demandes de l'heure dans le métro à Paris, tu vas voir la différence. Tu vas vite la voir. Ouais, ouais. J'aimerais qu'on fasse un petit retour chronologique. Quand on parle de toi, souvent on voit le grappleur. Ouais. Mais tu as commencé, tu me disais, avec le pancrace. Ouais, je voulais démarrer le sport de combat parce que j'en avais besoin de ça dans la vie. Et en fait, je suis arrivé dans un club. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais reprendre le tatami, presque même du judo comme petit et tout ça. Et je suis arrivé, j'ai vu du sol. En fait, je me suis inscrit. C'était un cours d'MMA, okay. Un club d'MMA qui faisait différents cours. Un cours de boxe, un cours d'MMA, un cours de sol. Donc, j'ai commencé vraiment sur le pancrace de l'époque. Il n'y avait pas de frappe au sol. J'ai fait quelques combats en pankido. J'étais 10 combats, j'étais 9-1. Et donc j'ai commencé comme ça en MMA, j'ai peut-être mes 2-3 premières années. Après j'ai fait le choix j'avais fait champion de France FSGT, bon le niveau était pas fou, c'est une petite fédé, mais il y a un moment où je me suis dit, maintenant que j'ai démarré le sport pour me faire du bien, ainsi de suite, maintenant si je veux vraiment aller un peu plus loin, c'est dans quel sport? Là je me suis posé une seule question, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire tous les jours? Donc un combat d'MMA de temps en temps, ça ne me gênait pas, mais faire une carrière régulière, un nombre par an, non, ouais. Alors que le grappling, oui, j'ai kiffé. Ok. Est-ce que tu as croisé le fer en pancrace avec des gens qu'on peut connaître aujourd'hui? Non, c'était quand même au niveau local, national, okay. Régional. Après, j'avais pris 2-3 mecs bien. Mais c'était à l'époque où j'avais affronté un champion de France de kickboxing. Donc du coup, il peut y avoir du danger en kickboxing, ouais. Mais si je l'amenais au sol, il n'y avait vraiment rien. Donc moi, quand je l'amenais au sol, c'était quasiment fini. Et après, une fois, j'avais affronté un des mecs qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. À ce moment-là, j'avais pris Sedina Sek, qui avait pas mal de combats. Et en fait, je vois que la différence d'expérience, ce jour-là, avait vraiment fait la différence. Mais j'ai pas continué, j'ai fait 10 combats parce que c'était vraiment le côté amour. J'aime bien encore la MMA aujourd'hui. On me proposerait même un délire en combat, pourquoi pas, même si je commence à travailler. Hein. Mais tu vois, avec du recul, j'ai bien fait d'aller vers le grappling parce que quand une carrière elle dure, ouais. À un moment, que t'aimes ou que t'aimes pas, t'es usé, t'as des doutes, t'as des moments, t'as des creux, et vraiment le truc qui te relance, c'est l'amour de ton sport. Ça, faut vraiment pas se poser des questions à moitié. Et j'aimais pas assez ça. Mais par contre, le grappling, j'ai fait 200 combats, j'ai fait une carrière. Ouais. Donc là, tu dis que si, par exemple, on te propose un super fight en MMA, pourquoi pas? Ouais, et plus un truc à la japonaise, tu vois, un truc contre un délire, contre un gars, tu vois, un nom contre un nom, une configuration contre une configuration, c'est le truc, c'est toujours le truc que j'ai aimé en fait. Un Greg MMA? Non, c'est un ami. Ok, ouais, j'ai vu, vous avez tourné ensemble. Non. Aujourd'hui, le sport, moi, c'est. J'ai commencé le sport parce que j'avais un mal-être d'enfance et tout ça. Aujourd'hui, je me suis épanoui dans le sport. Donc, si je fais un truc, c'est vraiment un kiff, pas un truc. Et à quel point, justement, le sport, ça aide au mal-être, à guérir le mal-être, ou est-ce que c'est l'art martial qui aide à guérir au mal-être, plus que la dépense sportive en soi? Je pense que la première question, c'est de savoir pourquoi tu rentres dans le sport et tu vas avoir tes réponses. Moi, c'était une forme de thérapie. À ce moment-là, je ne pouvais pas me payer $100 de psy tous les jours, et matin, midi, soir. Alors certes, la pratique, sans forcément communiquer, ça va répondre qu'à certaines questions et certains bagages tu vas poser, pas tous. Mais c'était peut-être à ça que j'étais le plus près. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'étais à ce moment-là jeune, que j'arrive à communiquer avec des gens, avec des adultes, avec tout ça. Et donc le sport m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, là, ce qui est marrant pour moi, c'est que j'ai fini ma carrière, j'ai 44 ans, j'ai fini ma carrière, on va dire, il y a 2 ans. Et je me suis aperçu que le sport m'a fait beaucoup de bien, mais aussi peut camoufler certaines choses, parce qu'elle ne répond pas à tout. Donc quand là j'ai fini ma carrière, je m'aperçois que j'ai d'autres trucs dans la vie qui maintenant il faut que j'affronte. Donc le sport a fait une très très grande partie de ma vie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la vie avec le sport. Est-ce que c'est aussi, si tu avais fait du foot, peut-être que ça n'aurait pas eu la même thérapie? Non, moi j'avais vraiment besoin de ça. Le combat quand même, à un moment ça ne ment pas. Ça ne ment pas.
Et avant ça, j'étais dans la musique, donc j'ai toujours été un créatif. Même tu vois, ma manière dont j'enseigne le grappling, où j'ai pratiqué mon grappling, j'ai toujours osé être atypique, parce que dans la musique, quand tu crées, c'est pas pour copier la musique d'un autre, c'est pour créer ta musique. Donc même dans mon grappling, moi, j'ai toujours développé le atypique, ce que je suis. Pour moi, c'est important d'être créatif, de se chercher. Et qu'est-ce que tu faisais dans la musique? Je faisais ingénieur de son, je faisais du hip-hop, des musiques, je rappais. Ah ouais, Ouais. Est-ce qu'on a des sons là disponibles? Non, j'avais des trucs sur internet, mais. T'en as des. Ok, là, on peut rien trouver là? Phonème, consistance. Sur YouTube, peut-être que tu as. Comment s'écrit phonème? P-H-O-N-E-M. Ok. Consistance, c'est vieux, il y a 20 Si tu ans. peux nous envoyer un truc, on va le mettre en générique à la fin, Grave. rester jusqu'à la fin. Et le refrain, c'était. Je vous laisse l'écouter. Vous verrez, c'était déjà un mot de combat, guerre. Ah ouais, hein? Ah ouais, grave. Ok. Bon, peut-être un jour, on aura un séminaire qui se finira par un petit freestyle. Oh putain, papy fait de la résistance. Ok, mais en plus, à l'époque, un son, c'était pas facile. Aujourd'hui, bon, il y a plein de logiciels. Non, c'était le début des home studios. Donc, Ouais. mais vraiment, ce qui était intéressant, et là où j'ai fait des transferts, c'est que la manière dont j'enseigne ou la manière dont même je structure mes entraînements, c'est comme de la musique. Ça veut dire que je compartimente beaucoup, j'isole beaucoup. Quand tu crées, tu vas isoler les grosses caisses, les caisses claires, les chariots, Ouais. les machines à reverb. Donc, je compartimente Ok. beaucoup, et dans mon enseignement, je suis beaucoup comme ça. Ok, et là, donc, dans ton enseignement, tu parles beaucoup de jouer sur ses forces, plutôt que connaître 80 techniques. L'important, c'est de savoir comment les appliquer. Ouais. Toi, c'était quoi tes forces dans la musique? Bah, c'est développer ton état d'esprit, c'est développer l'approche du combat, ne pas être forcément séduit par le bouton de la machine. Quoi. Ok. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? De tout. De tout. Rap français? Ouais, le rap français. Quand j'avais fait mon parcours IBJJF, là, j'écoutais, avant les combats, j'écoutais Kerry James. Ok. Et après, ou les moments de détente, ou loin des combats, j'écoutais Flavia Coelho, musique tranquille, positive. Bah, c'est drôle parce qu'il est là, Kerry James, en ce moment, il est à Montréal. C'est vrai? Il avait un concert hier. Bah, j'aimais bien parce que c'était un bon rythme, ni trop agité, mais consistant. Quoi. Ouais. Et ça j'aime bien. Ok. Bon, revenons sur le MMA. Restez jusqu'à la fin si vous voulez écouter le son de Thomas en exclusivité totale. Là. Ok, donc tu as commencé avec le pancras. Ouais. Et est-ce que le summum de ta carrière, c'est quand tu es classé numéro 1 IBJJF? Non. C'est juste que j'ai décidé de trouver le moyen de démontrer ton travail. En fait, si tu regardes ma carrière, j'ai toujours fait un titre chaque année. Et j'ai toujours été en évolution, tu vois, départemental, régional, national, européen, et ainsi de suite, à l'international. Et j'ai fait des fédés de plus en plus durs. Mais l'IBJJF, ça m'a juste permis de dire, ok, je vais montrer mon vrai niveau dans le sens où je vais forcer le travail. C'est-à-dire que je vais faire 20, 30, 40 combats et tu vas montrer ton niveau. Parce que le problème qui peut être très difficile dans une carrière, c'est que si tu fais que des tournois durs, qui sont entre guillemets presque ingagnables, quoi. C'est-à-dire que si tu en fais 2 par an, ben, si tu le loupes, tu peux être numéro 2 ou numéro 3. Les gens vont pas dire que tu as une grande carrière ou tu n'es pas dans les meilleurs et tout, parce qu'on regarde que le 1. Alors qu'à un moment, si tu forges en disant je vais prendre 30 tournois, si j'en gagne même 20, 25, tu vas dire voilà, je suis parti du top. Donc moi j'ai fait ça pour IBJJF et du coup ça avait très très bien marché. Après il y a des gens qui disent ouais mais il a fait des classements de points et tout, mais il faut l'analyser. Au-delà de ça, il faut analyser sur par exemple 32 matchs, j'en gagne 31. La seule défaite en plus franchement le vol, il était très serré mais on veut le vol normalement. Quand je sors, il aurait dû, il sort avec une guillotine, il aurait disqualifié. Donc, ce que j'ai fait, c'est incroyable sur ce côté-là. Mais j'ai pas été le meilleur grappleur technique et tout. J'ai été le plus stratégique. Je vois. Parce que l'IBJJF, de toute façon, déjà depuis des années, même en kimono, jouait avec des avantages. Donc, c'était la stratégie. Par contre, si on regarde le niveau, par exemple, actuellement, il y a en France un des meilleurs grappleurs français, ça va être par exemple Pierre Monzo, qui a fait 3e au Sport Game, qui est champion de France, qui est très très fort. Il est allé faire 4 tournois, je crois, IBJJF. Il fait 4 victoires, 4 défaites. Il fait 8 matchs, donc pour montrer le niveau, parce que Pierre est très fort actuellement. Et derrière, ce qu'il faut analyser, c'est ça. Et c'est là où j'ai été, entre guillemets, bon, c'est que, par exemple, sur 32 matchs, il faut regarder, ça va faire 250 minutes de combat. Combien de minutes j'ai passé en dessous et hors de ma zone de combat? C'est-à-dire que j'ai passé moins d'1 minute dessous. Et en plus, je crois que je fais un single et je glisse moi et je ressors. Ça veut dire que je suis resté dans ma zone tout le temps. C'est pour ça que j'ai pris des points, c'est pour ça que j'ai gagné les matchs, c'est pour ça que j'ai gagné le classement. Combien de points on m'a pris en 32 matchs? Je crois que j'ai pas pu concéder plus de 8 points. Ça veut pas dire que tu gagnes ou perds, c'est-à-dire que l'action la plus petite, c'est perdre 2 points. C'est-à-dire que je peux gagner un match 6-2, je perds 2 points, c'est-à-dire que tous les 5 ou 6 matchs, on me prend la plus petite action qui est. Et en sachant que toutes les semaines, je combattais dans tous les continents, dans tous les trucs, et j'accumulais la fatigue et le jet lag. Bah, à un moment, c'était pas les combats qui étaient les plus durs, c'était la fatigue et le jet lag, je savais plus où j'étais.
Ah ouais. Donc, et en plus de ça, quand tu sais que tu enchaînes, tu évites la blessure. Donc tu combats pas au maximum. Donc tu affrontes des mecs locaux qui sont eux à 100%. Tu te préserves. Et toi, tu te préserves. Il faut que tu gagnes l'avantage. Donc si j'explique ça, c'est que c'est pas l'IBJF, c'est le truc le plus dur que j'ai fait ou le plus impressionnant, ou même moi, mon combat est le meilleur, mais ça a été le plus stratégique. Sur ce côté-là, oui, fier. Et j'ai tellement fait de combats que tu peux montrer ton vrai niveau. Si t'es pas bon, tu fais pas 31 victoires d'affilée à l'IBJF. Et en plus, là-dedans, dans ces tournois, il y a plein d'open, mais j'ai fait 2 fois champion d'Europe et une fois, je gagne les Panaméricains dans ce classement de points. À savoir qu'on n'est que 2 en Europe à avoir gagné les Panaméricains. Sur ça, ce côté-là, il est fort. Maintenant, après, je pense que le tournoi le plus impressionnant que j'ai fait, je pense même c'est Grappler Quest. Aujourd'hui, c'est pas connu, mais à l'époque, je prends quelqu'un qui sortait du Kumité, qui s'était fait connaître avec Kenan Cornelius, et que je bats en moins de 2 minutes, un truc comme ça. Donc ça, c'était un match fort. Et quand je fais les pannes, je bats Makunen. Il faut savoir que Makunen venait de battre Gordon Ryan 2 mois avant. C'était pas le Gordon Ryan d'aujourd'hui, mais c'est le Gordon Ryan qu'on entendait déjà, qu'on commençait à monter avec ton nom et tout ça. Donc à ce moment-là, c'était sûrement mon pic de forme, il était même à ce moment-là. Après, là où vraiment j'ai passé un cran, c'est mes voyages aux États-Unis et quand j'ai commencé chez Atos à bosser, à faire ce que. Voilà, mes entraînements, je donnais une forte impression, tellement que même Gavao, il m'a invité au restaurant, il voulait m'embaucher à Atos 2 fois, il m'a demandé d'être là-bas et je pouvais pas, j'avais une garde partagée avec mon enfant. Et après, au bout de 2 fois, les Américains, ils te proposent 1 fois, 2 fois, après ils te proposent plus. Et c'est là où je crois qu'il a fait venir Barbosa, un peu entre guillemets, c'est la place qu'il me proposait. Ok. Et tu as toujours eu cette passion à côté pour le MMA? Ouais. Je suis plus d'ailleurs passionné en tant que fan pour le MMA que pratiquant. Okay. Même le grappling, je regarde comme ça les gros événements DCC, mais j'aime pratiquer mon sport, le regarder de temps en temps. Et quand est-ce qu'on a commencé à faire appel à toi dans le MMA? Dans les préparations? On a toujours fait appel à moi. Okay. Comme déjà au début, je commençais en pancrace, j'étais déjà un assistant et j'ai déjà coaché par exemple Anthony Rea, qui était un pionnier en France. Donc déjà, même depuis le début, j'étais là-dedans. Donc après, j'ai toujours accompagné le MMA. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément une lutte sol de lutteur ou de grappleur ou de jiu-jitsu. J'ai un sol qui va très très bien dans le MMA et tout ça, parce que tu vois, par exemple, les jiu-jitsuka, ils vont pas forcément aimer à fond mon style parce qu'ils vont pas s'y retrouver. C'est parce que justement, j'ai un travail de MMA. Donc moi, j'ai privilégié beaucoup les positions, le rythme, la distance, l'exposition aux frappes, tout ça, moi, je sais le considérer. Et aujourd'hui, dans le paysage actuel du MMA français, tu as travaillé avec la plupart des gros combattants français, que ce soit en tant que coach ou en tant que mec appelé pour tourner? Ouais, après la qualité que je pourrais avoir, c'est que je peux être polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut me demander en tant que coach, et j'ai été coach de pas mal de personnes, dont Benoît Saint-Denis, pendant 2 ans quand il était sur Paris. J'ai été récemment, pas coach, mais j'étais sparring partner de Imavov pour l'UFC, c'est Nicolas Autelet coach, et j'ai tourné pas mal avec d'autres, mais il y a toujours ce truc de je peux coacher comme être sparring ou comme être sparring et donner des conseils, donc, et je tourne avec. Donc ça c'est une qualité. Donc après, les gens ils vont pas forcément venir tourner avec moi et merci au revoir. Il y a toujours un peu ce côté coaching. C'est sûr. Maintenant ce qui va être la différence, c'est est-ce qu'on reste en contact et qu'on se voit souvent, tu vois. Donc après je peux venir coacher, comme là actuellement je suis à 5 jours. Sur les 5 jours je vais travailler au maximum avec, je sais pas si on peut le dire. Oh, on peut le dire. Avec Tommy. Yes, Tommy Morrison, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un des plus gros prospects, espoirs du MMA québécois, voire MMA canadien, qui est en ce moment à 6-0 et qui combat le 21 juin à Samouraï MMA. Voilà. Donc là, moi, je suis là 5 jours pour lui. Donc on essaie de faire en 5 jours le travail le plus efficace qu'il puisse y avoir pour qu'il impose son jeu. Donc voilà, après moi, je pense que je ne suis pas le coach qui va dire je suis le coach ou pas. Je suis quelqu'un qui vient aider, qui vient apporter de l'expérience, et après c'est une question de durée. Donc même moi aujourd'hui, au lieu de donner beaucoup à quelqu'un, ça ne me dérange pas de donner un petit peu à tout le monde. Maintenant après le reste, tu as des gens avec qui peut-être il y a des affiliations, des choses qui vont se créer, et tu vas aller beaucoup plus profond. Je comprends. Alors on peut faire un petit tour du MMA français? Ouais. Tu as tourné avec Saladin Parnasse, oui. Baki. Saladin, il va participer. Saladin Parnasse, Baki, Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov. Ouais. Francis Ngannou. Francis Ngannou, j'ai été une quinzaine de fois sparring quand il était au MMA Factory. Ouais. C'est qui le combattant qui t'a le plus impressionné en globalité? Pas juste en grappling par exemple. De ce que tu as vu, c'est qui pour toi le combattant le plus impressionnant / le plus fort? Ils ont tous des qualités. Celui un peu le...
Je pense que Nassourdine, les gens ne s'en rendent pas compte. Nassourdine est très intéressant, Saladin est très complet. Ouais. Baki, il est jeune encore. Ouais. Il a des très grosses qualités, mais il est jeune. Donc, mais il a de très très grosses qualités. Et là, le dernier match qu'il a fait, cette maturité de gérer tout ce show, Ouais. je suis resté. Par contre, sur ce côté-là, j'ai été impressionné. J'ai jamais vu un mec gérer ça comme ça, ce niveau en France, à son âge. J'ai jamais vu ça. Ngannou, c'est différent. Moi, en lutte sol, à ce moment-là, il était débutant, on va dire, il connaissait rien. Donc, franchement, c'est pas celui qui me donnait le plus de difficultés. Par contre, tu savais, en shadowboxing, on faisait un peu de shadowboxing pour qu'on s'attrape, et dès qu'on s'attrape, on était à 100%. Mais là, dans ce domaine-là, lutte sol, j'étais vraiment au-dessus. Ouais. Par contre, en shadow, je voyais la vitesse des points, je faisais, ah ouais, vaut mieux pas boxer avec lui. Donc, la partie impressionnante de Francis, moi, je la voyais pas, je travaillais pas avec ce moment-là. Par contre, quelqu'un de très pro, je pense que c'est quelqu'un, tu peux dire un jour, tu as rencontré Tyson, Muhammad Ali. Moi, quand j'ai rencontré Ngannou, je me suis toujours dit, les gens parlent de son hypercute, mais il a une force de caractère qui est beaucoup plus forte que son hypercute. Et on s'en rend compte aujourd'hui avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a créé. Moi je dirais Imavov et Saladin bien complet. Benoît bon à l'entraînement, mais c'est pas forcément celui qui était impressionné le plus. Je crois que c'est son mental le jour du combat qui est hors norme. Ouais, il est hors norme. Il a vraiment une différence. Après, c'est un travailleur. Attention, il est bon. Je dis pas qu'il est pas. Mais il ne va pas te choquer. Il a un bon physique et le jour du combat, il a un très très bon mental. Il a une courbe de progression sur la technique, mais c'est pas cette courbe-là qui m'impressionne le plus de lui, par exemple. Là, la rapidité d'avoir pris tout ça sur les épaules, je trouve qu'il encaisse bien. Je trouve qu'il gère bien. C'est vraiment une force mentale. Donc après, il y a qui d'autre? Bon, on a cité peut-être les principaux actuels, notamment Imavov et Parnasse, qui sont considérés techniquement comme les plus aboutis, je pense. Ouais. Après, Gain, je pense qu'on est comme beaucoup de monde, on aimerait voir son évolution en lutte sol, donc je pense qu'il pourrait le montrer. Maintenant, comment il travaille, est-ce qu'il travaille avec les bonnes personnes, est-ce qu'il va avoir l'occasion de le montrer, je sais pas, mais hâte de voir ça. Et j'aimerais bien voir une grosse évolution sur ça, parce que sur ses points forts, je crois qu'il est tellement monstrueux qu'il n'y a rien à dire. Ça serait dommage qu'il évolue pas sur d'autres compartiments. Un mec que je trouve dommage, peut-être qu'il va le montrer, hein, mais en tout cas à une époque, je le trouvais vraiment évolué, et il avait été sorti du UFC, et là il est revenu, c'était Taylor. La puce. Ouais, Taylor, je trouve un très beau potentiel, qui combat bientôt là. Ouais, qui combat bientôt. Et qui sort d'une défaite. Mais talentueux, qui apprend vite. Et j'avais été impressionné, moi, à l'époque, quand j'étais au MMA Factory et que je l'avais, je n'avais pas compris pourquoi il n'avait pas re-signé. Ouais. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui peut continuer à évoluer. Parfait. Nassourdine Imavov, tu avais été appelé pour sa préparation contre Dolidze. Ouais. Là, il va se battre contre Cannonier. Ouais. Tu penses qu'il va s'en sortir? Il a ce qu'il faut pour battre Cannonier? Ouais. Il a ce qu'il faut, comme il avait pour Dolidze, on le savait. Pour moi, la configuration, elle est plus dangereuse contre Dolidze que contre Cannonier. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas perdre. Mais attention. Pourquoi elle est différente? Pourquoi elle est moins dangereuse? Parce que Nassour, c'est sur sa boxe. Cannonier, c'est sur sa boxe. Il a la vivacité, Nassour. Il est vraiment beaucoup plus vif. Donc, après, ce qu'il faut faire attention à Cannonier, c'est qu'il avance avec des épaules assez impressionnantes et il a les mains lourdes. Voilà. Mais Dolidze avait un peu ça déjà. Épaule imposante et point lourd. Maintenant, la boxe de Nassourdine, on va le voir très rapidement, elle peut brider le gars et son déplacement. Donc, derrière la lutte de Cannonier, moi, je ne la vois pas aussi dangereuse. Ouais. Je pense que Cannonier a peut-être plus de lutte que Dolidze, mais Dolidze, je pense qu'il a vraiment un gros physique. Même si Cannonier descend de catégorie lourde et tout, et même s'il amène une fois au sol, il faut le conserver, Nassourdine au sol, et il faut... Dolidze, il n'est pas arrivé alors qu'il est monstrueux, Dolidze. Dolidze, c'est un mec qui soumettait apparemment même Chimaev à l'entraînement. Le point lourd, attention, ce qu'il avait contre Dolidze, je trouve qu'il avait bien géré. Mais je pense que c'est un bon match pour Nassour. Mais après prendre un top 4, c'est clair. Ça reste un match très dur. Hein, et puis, ce serait s'il arrive à gagner, après c'est potentiellement la ceinture. Ouais, je pense. Peut-être pas le match d'après, mais en tout cas, ouais, il va rentrer dans le top 5, donc déjà... C'est fort. Qu'est-ce que tu as pensé du combat de Benoît Saint-Denis?
Est-ce qu'à un moment dans le premier round où il roule littéralement sur Poirier, ben, il a 3 fois, il a montré, je pense, que ben, qu'il avait des qualités pour être vraiment dans le haut du classement. Maintenant, le staff, ça fausse le débat pour moi, parce que c'est quand même un critère à prendre en compte. Il lui prend 3 fois le dos, je crois une fois la montre où il se tourne, il a de dos. Donc d'un côté, ça montre qu'il a le niveau pour faire ça à un Poirier. Je reste quand même, sans dénigrer la perf de Benoît, je pense pas que c'est un grand Poirier ce jour-là. Je pense que ce Poirier contre Makhachev, c'est vraiment une division au-dessus. Et je pense que c'est compliqué, hein, parce que moi je l'ai eu vite fait et il m'a dit qu'il avait les bras. Ouais. Il avait rien pas de bras, ouais. Il avait pas de bras et il m'a même dit, tu sais Thomas, de tous les matchs que j'ai gagnés dans ma carrière, je pense que ce jour-là j'en gagnais même pas un, tellement j'étais les bras tétanisés, il pouvait rien faire. Et ça, le premier, il n'y a que lui qui peut le ressentir, ça. Donc t'imagines, t'as pas de bras, tu peux rien faire, tu vas pas chercher étranglement, c'est compliqué. Hein. Ça montre même sa force mentale. Ouais. Maintenant, après c'est ça, c'est le staff qui vient tout perturber, parce que si à l'inverse, les gens pourraient croire qu'il pouvait quand même peut-être faire quelque chose, c'est vrai que prendre 3 fois le dos et la monte et tu le loupes, un mec comme Makhachev, s'il le prend une fois, faut pas le louper, quoi. Donc voilà, il y a le staphylocoque d'un côté, et il y a aussi son mental, son fait d'aller en avant et tout. Est-ce que ça fausse pas un peu le truc de lui laisser encore un peu le temps de mûrir techniquement? Ouais, il est encore jeune. Ouais, parce que autant je pense qu'il a fait une montée fulgurante, autant, et je ne lui souhaite pas, il peut faire 2-3 défaites d'affilée. Hein. Parce que tu sais, un top 3 comme Poirier, même si c'était pas un grand Poirier, c'est quand même un mec qui a passé 10 ans dans le top 5, top 10. Le problème, c'est que en France, sans méchanceté, c'est d'un coup t'es rien, et d'un coup t'es le nouveau Zizou, et d'un coup t'es le nouveau Zizou, tu perds, et d'un coup t'es plus personne. Ouais. Donc j'ai peur qu'il se prenne un peu ça. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel, que très peu de gens ont fait, cette montée en puissance, et il fallait les gagner. Il les a fait avec quelle manière, dans des matchs, trucs, et il a fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on l'a considéré dans le top 10 comme si c'était acquis, alors que 6 mois avant, il n'était même pas dans le top 20, quoi. Ouais. Donc c'est déjà monstrueux ce qu'il a fait. Ouais, totalement. Donc attention, il peut être sur un pic de carrière top 11 et ne pas aller forcément le plus haut, mais déjà même ça, c'est historique pour la France. Absolument. Il peut regagner, parce que je pense qu'il a montré les qualités pour. Pour moi, il faut qu'il évolue sur la boxe anglaise, parce que son sol il évolue, sa lutte il évolue, son clinch il a montré les meilleures choses, et c'est la boxe anglaise, je pense qu'il est tellement généreux que les points là. Je pense qu'il y a pas mal de profs, de coachs en anglais qui ont vu que quand même les mains tombaient, qu'il y a une droite et un crochet qui pouvaient rentrer, quoi. Je pense qu'on n'a pas été trop surpris sur ça. Faut qu'il évolue sur sa boxe anglaise rapidement, parce que le niveau où il va, il peut enchaîner 2-3 défaites. C'est ça le problème, d'être bon, il est. Mais le top 10, top 5, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre entre eux. Donc là, il a une période cruciale. Est-ce que tu suis un petit peu la nouvelle génération, style les Ares par exemple, les Virgil Eugène, Axel Sola j'aime bien. Moi, j'avais été à Nice, j'avais été avec eux 2-3 mois, coach. J'avais coaché 2-3 mois. Virgil, Axel, c'est des bons combattants, et en plus, humainement, c'est des très bonnes personnes. Ouais. Ouais. Tu penses qu'on pourrait les voir à terme à l'UFC? Ouais. Ils ont le niveau? Ouais. En tout cas, pour moi, ils font partie des Français qui ont le potentiel pour aller à l'international. Il n'y en a pas 40 pour l'instant. Il y en a beaucoup qui montent en France. De ceux qui sont le mieux placés, Axel et Virgile, je crois qu'ils ont montré des très très belles qualités. Pour moi, un des meilleurs coachs de France, sans faire le meilleur ou le moins bon, un que je trouve très très fort et une très grande référence en France, Aldric Assata. Tout ce boulot qu'il fait, masculin, féminin, qui est peut-être pas la même approche, formateur, amateur, pro, et quand tu l'entends parler, moi quand je l'écoute, tu vois vraiment qu'il maîtrise son métier, quoi. Donc très très fort, Aldric, donc c'est Poulain très très fort, très très bon travail, et je pense qu'il va en sortir d'autres. Donc les deux, faut les suivre, c'est des très très bons gars. Moi j'ai tourné avec en plus, ils tournent très très bien, c'est des bosseurs en plus. Parfait. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du MMA? Autant, donc là, on a beaucoup parlé des combattants, mais si on parle maintenant de plus tout ce qui est coach, manager, entourage. Sur quel plan? Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de personnalités particulières. Ça, c'est sûr. Toi, tu as eu l'occasion de, sans citer de nom, de voir tout le monde quasiment. Tu veux que je sois cash? Tu veux que je sois cash? Ouais. Moi, je suis dans le grappling et on me demande sur plusieurs plans.
Bien sûr qu'à un moment, si tu es dans l'ombre, on me l'a reproché. Quand j'ai fini mon BGF, j'avais un compte privé, j'avais 500 personnes, 800 personnes sur mon compte. À un moment, on me dit, mais t'es un idiot, tu vas rien faire. Donc après, il a fallu que je apprenne à me montrer. Après, on te critique, on ne te connaît pas. Quand on te critique, après, on te critique parce qu'on te connaît ou parce qu'on te travaille tout. Donc la lumière, c'est très particulier. Mais si tu ne le montres pas, tu n'arrives pas à en vivre, ainsi de suite. Et là, je suis arrivé, on va dire, à un moment, quand j'ai montré mon boulot et que les gens, on se connaissait de ça, je suis arrivé un peu à la lumière du MMA. Là, j'ai vu un milieu, des égos surdimensionnés. On en a tous de l'ego, mais là, j'ai vu un milieu. Parfois, je te jure, je me suis posé la question à me dire, écarte-toi de là, parce que wow, entre le plaisir d'enseigner, d'apporter une expérience et ce que tu as à gagner, tu as des requins, ils attendent une défaite pour faire croire que tu n'es pas bon. Quoi. Alors que non, dans une carrière, tu gagnes, tu perds, surtout qu'en plus, moi, comment j'interviens, je vais venir intervenir 5 jours, 15 jours, un mois, tu peux pas métamorphoser des gars, tu peux que aider et apporter des choses. Maintenant, c'est lui qui combat, c'est qu'est-ce qu'il va en faire, c'est son staff et c'est de l'ancrage qu'il faut sur des mois et des années. Et là, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui viennent faire des règlements de compte, t'attendre au tournant, c'est très particulier. Ah ouais. Hein. Ah ouais. En plus, moi, je suis un côté passionné, même, je suis compétiteur, même si j'enseigne, je suis le côté passionné. Donc, le passionné, pour moi, j'ai toujours avoir du mal avec le côté business manager. Et les managers business, ils vont dire ah, ces jeunes, ils n'arrivent pas à faire 3 cacahuètes avec leur métier. Quoi. Donc dans un milieu qui est quand même. Il y a place à amélioration quoi, dans la mentalité de. Un, c'est nouveau, donc c'est normal, il faut que ça explose dans tous les sens. Deux, je dirais qu'on est plein de personnalités, donc c'est normal qu'il y a plein de manières de faire. 3, il y en a un qui essaie de s'accaparer tout, il a essayé, bon après il a pris des retours de flamme je pense, voilà. J'aimerais pas que par exemple, sans nommer, mais la personne qui ont donné le visage du manager français, on se rend compte qu'aujourd'hui il y en a plusieurs. Voilà, il y en a plein. Moi je peux nommer ou. Tu peux nommer. Je pense que tu nous parles de Fernand Lopez qui était pendant un moment la tête et qui a participé, hein, franchement, il a vraiment participé mais à l'inverse, je ne souhaite pas qu'il disparaisse. Je ne souhaite pas parce qu'il a de très très belles qualités. On a tous humainement des belles qualités, il faut juste faire attention que nos défauts n'écrasent pas certains. Bon bref. Et ce qu'il fait avec le Ares, c'est qu'il a amené une dimension sur plein de plans où il oblige les gens à se mettre à la page aussi, donc sur ça c'est bien. Il est très très fort et il y a la concurrence qui arrive. Donc non, je trouve que il est en plein essor, il est en plein début avec toutes ses qualités et ses défauts là, le français. Donc, et le paysage médiatique, on le voit souvent dans plein de médias, ça aussi ça a explosé. Bah, c'est pareil, je pense que ça se régule. Donc comme tout ce qu'avait Doumbé, tout ça il y a toujours, il n'y a pas que c'est bien ou pas bien, il y a du bien et du pas bien. C'est maintenant comment on gère ça, comment on équilibre ça, comment on s'y retrouve. Et de toute façon, à un moment, tu laisses un peu de temps et ça se régule. Exact. Donc, le marché. C'est très nouveau, là, en français. Maintenant, même dans des choses où moi, je ne retrouve pas, tu ne peux pas dire que ça n'apporte pas des choses. Donc voilà, après, c'est les goûts et les couleurs. Parfait. On pourrait te voir dans un coin à l'UFC un moment ? Ouais, pourquoi pas. Maintenant, je fais attention à une chose, c'est juste que si je suis dans un coin, c'est vraiment... avec quelqu'un avec qui j'ai vraiment travaillé et qui a de mon travail et qui a de la liaison. Sinon, y être pour y être... ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Okay. Parlons un peu de pourquoi tu es là. Donc, déjà, tu vas faire un séminaire. Et aussi, tu es venu pour aider Tommy Morrison dans sa préparation. Oui. Donc là, ça a commencé. C'est récent. Oui. Comment ça se passe un petit peu comment tu trouves Tommy qui fait partie qui va se battre d'ailleurs pour la ceinture des 125 livres le 21 juin. Travailleur, on a fait déjà 3-4 séances. Je ne le protège pas, on va dire. Je lui fais pas de cadeau, je suis pas là pour lui plaire. On m'a demandé de faire des séances et de le faire progresser. Donc dans le peu de délai que j'ai, il ne faut pas y aller à la moitié. Donc ça veut dire qu'après, à lui d'intégrer ça et d'en faire ce qu'il... Il progresse vite, il assimile vite. Là, cet après-midi, il a bien dormi, je pense. Donc voilà, on est dans le dur. Et il encaisse bien. C'est pas tout le monde qui pourra encaisser comme ça. Surtout qu'il ne me connaît pas. Surtout que je ne connaissais pas vraiment trop son style avant. Je l'ai vu. Et je lui apporte du travail sur quelque chose qui ne sont pas ses premières qualités. Donc pour te dire que c'est difficile à intégrer. Et il fait l'effort. Il va le chercher, quoi. Donc maintenant, on est à la fois loin d'un combat, mais à la fin, pour modifier les ancrages, on est proche. Donc j'essaie de vraiment faire des trucs simples et de ne pas le lâcher dessus, quoi. Et de lui faire comprendre qu'il y arrive. Donc on a 5 jours sur ça. Ça travaille dur, il a des bons sparring.
Ce qui va être important là, c'est à la fin de la semaine d'intégrer ça dans un sparring général MMA. Ok. Là, moi, j'isole Ouais. la partie lutte-sol Ouais. et on va voir ça à la finale, à la fin de la semaine, Ouais. dans tout ça mélangé. Super. Si vous voulez suivre donc le combat, c'est le 21 juin, ça va être sur l'UFC Fight Pass, aux horaires canadiennes. Donc, Bah, finalement, aux horaires de l'UFC. Tommy contre Clark. Exactement, contre James Clark, qui, Voilà, qui est un gros lutteur sur 8 Ouais. victoires consécutives, qui est dans le top Canada. Ouais. Et Donc voilà, il a une configuration avec des points forts. J'ai repéré des points faibles. On travaille ça. Donc bonjour Clark, désolé, mais Ça va, il parle anglais, il comprendra pas. on travaille sur toi. C'est embêtant d'avoir Thomas Louberson qui travaille sur toi. Surtout que c'est un lutteur, lui, donc... Ouais, mais après, voilà, c'est des jeunes combattants, ils sont pleins de qualité. Et voilà, moi je suis quelqu'un de plus ancien, j'ai de l'expérience, on essaye d'apporter quelque chose qui peut enrayer quelque chose contre l'adversaire. Là, c'est l'adversaire. Absolument. Bon, bah là, d'ailleurs, on va vous suivre dans le prochain entraînement de ce soir. Ouais. On va vous filmer un petit peu. Ça va être disponible sur notre chaîne YouTube. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Et on se revoit sur la chaîne bientôt. À bientôt. Distance, présence, faut pas lâcher l'affaire.